Bon, l'exercice de synthèse, il n'est pas facile parce que ça a été extrêmement foisonnant, partant d'exposés même assez pointus, c'est vrai, mais couvrant des domaines extrêmement variés. Alors, pour que l'exercice de synthèse ne soit pas trop long, il est hors de question, évidemment, de reprendre ce que chacun a dit, et simplement, il faut essayer de mettre un peu d'ordre dans ce que j'appellerais tout d'abord nos contradictions. Nos contradictions, eh bien, c'est l'exposé d'Emmanuel Blanche, qui nous dit il y a dans le monde, dont tout le monde a pris conscience aujourd'hui qu'il est fini par rapport aux ambitions de l'humanité, des raretés. Les raretés, c'est d'abord les ressources d'énergie fossile traditionnelles avec un coût d'accès raisonnable. Et puis il y a une deuxième rareté qui est peut-être encore plus prégnante, c'est le changement climatique qui pourrait résulter des émissions de CO2 dépassant certains niveaux. Je dirais que s'il n'y avait que le pétrole et le gaz, les choses seraient relativement simples et ce serait une course de vitesse entre l'épuisement des ressources naturelles facilement accessibles et la limitation des émissions de CO2 pour maîtriser les changements climatiques. Le charbon complique un peu la donne, parce que les ressources de charbon sont considérables, que malheureusement, tant qu'on ne disposera pas des techniques de capture, séquestration du CO2, le charbon restera éminemment polluant, quels que soient les progrès réalisés dans le rendement des centrales. Alors, ensuite, eh bien, il nous a parlé du facteur 4. Alors, moi j'ai sous les yeux deux chiffres que je livre à votre sagacité, sachant que je suis, et tous ici nous sommes bien d'accord sur le fait qu'avec 40% par exemple en France de l'énergie finale consommée, le bâtiment à usage résidentiel et tertiaire est un élément clé. Eh bien, en France, depuis 1990, on a 21% de logements de plus. En tertiaire, la surface utile a augmenté à peu près de la même manière. Et si on considère les consommations d'énergie, en scindant d'un côté ce qui relève des usages thermiques, c'est-à-dire chauffage, eau chaude, cuisson, on a une croissance de 2% de l'énergie finale consommée. Alors que pour mémoire, on a une croissance de 84% de l'électricité spécifique sur la même période. Ce 84% ne s'expliquant pas par un gaspillage effréné, mais simplement par la multiplication des applications de l'électricité dans ces usages et des attentes accrues des consommateurs. Mais revenons sur le thermique. On pourrait dire bravo, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, grâce à la maîtrise de la consommation dans les bâtiments neufs, grâce, malgré tout, quoi qu'on en pense, le capital d'économie d'énergie réalisable à des coûts accessibles dans l'existant est quand même entamé, il s'est fait des choses, eh bien, on a maîtrisé les choses. Alors, le problème, c'est que M. Blanchet, il joue les troubles faits. Il nous dit, vous êtes complètement à côté de la plaque, et même le 38%, je ne sais pas trop par rapport à quoi, mais mettons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si vous le réalisez, ça ne suffit pas. On n'est pas du tout dans la logique facteur 4. Et de surcroît, je suis prêt à parier que le 38%, on va le rater. Mais ça, c'est une opinion personnelle que tout le monde n'est pas obligé de partager. Et personnellement, je ferai tout ce que je peux pour qu'on ne le rate pas. Mais les chances de le rater sont malheureusement, les malchances de le rater sont malheureusement importantes. Donc là, c'est un premier point. Et pendant ce temps-là, nous, praticiens, on se débat. On se débat en disant, n'oubliez pas qu'il y a 2 ou 3 autres raretés. La rareté du capital, des possibilités de financement, la rareté des fonds publics, dans la mesure où on pense que les fonds publics peuvent aider à la réalisation de certains objectifs, la rareté du foncier, la rareté de la ressource humaine compétente,
Et nous, ici, nous débattons dans ces problématiques de court moyen terme. Parce que pour moi, en reprenant ce que vous avez dit, le développement des énergies renouvelables, pour moi, c'est du moyen terme, hein, c'est pas du long terme. C'est demain, il va falloir qu'il se passe des choses. Donc ceci, c'est sans doute la première contradiction. La deuxième contradiction que je relèverai, c'est les conflits qui peuvent survenir entre la réglementation et l'innovation. On est tous d'accord sur le fait que pour résoudre ces contradictions entre le court, moyen terme et le long terme, il n'y a qu'une issue possible, c'est l'innovation. Mais la réglementation est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure des choses parce que ça oblige à se remettre en question. Et de ce point de vue, la RT 2012, pour certaines professions, a été un choc brutal. Et c'est vrai qu'au départ, notre association, c'était quand même un peu le bureau des pleurs, il faut être tout à fait clair. Mais les réactions ont eu lieu. Et les réactions ont eu lieu. Yves Dandon les a résumées avec deux mots-clés. L'utilisation du thermodynamique, alors ça peut être le chauffe-eau thermodynamique dans le collectif, ça peut être la pompe à chaleur dans des grandes maisons, différentes variantes, et peut-être, et encore plus, tout ce qui tourne autour de la régulation, et à terme du dialogue entre le réseau domiciliaire faisant la régulation locale et le réseau électrique, dont il contribuera à assurer la régulation, et ce d'autant plus que l'on aura intégré dans le réseau électrique des énergies renouvelables. Il faut être tout à fait clair, l'intégration harmonieuse et pas trop coûteuse des éoliennes, du photovoltaïque, là je parle des centrales photovoltaïques, mais c'est vrai aussi du photovoltaïque intégré dans l'habitat, n'est concevable à travers le réseau électrique que si on trouve des moyens de réguler proprement la demande. Et c'est là qu'intervient au premier chef le bâtiment par ses capacités de stockage thermique sur le court terme qui sont prêtes à toutes les régulations possibles. Sur le stockage saisonnier, c'est encore d'autres problématiques sans doute plus lointaines. Mais après cet effet bénéfique qui oblige à innover, à imaginer des choses, il y a un effet franchement maléfique. C'est que les réglementations, elles sont rigides et elles freinent l'innovation. Et des choses comme la régulation fine intégrée dans le réseau domiciliaire qui peut faire la domotique et qui, à terme, pour nos jeunes, il ne faut pas s'y tromper, on a dit que c'était très difficile pour les anciens consommateurs d'arriver dans des bâtiments neufs, mais pour les jeunes, il n'y aura aucun problème. La régulation de l'énergie, c'est ludique. Il faut être tout à fait clair, c'est un défi. Quand on le pilotera avec son smartphone ou une tablette, et qu'on jouera sur toutes les capacités qu'on a, aidées par tous les automatismes qu'il y a, ça sera un outil merveilleux et ludique. Eh bien, la réglementation thermique 2012, on ne peut pas arriver à faire avaler que la régulation fine fait faire des économies d'énergie importantes par rapport au calcul normatif consistant à voir combien il faut déverser de calories par effet Joule ou par pompe à chaleur, etc. Donc voilà. Alors maintenant, encore une autre contradiction. Et là, on va mettre maintenant les réglementations thermiques actuelles, malgré tout, en accusation. Sauf erreur de ma part, le Grenelle de l'environnement avait comme objectif majeur la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Et il est clair que l'efficacité énergétique est indispensable pour les maîtriser. Mais on a dévié en considérant que l'efficacité énergétique était la fin en soi, sans tenir compte qu'on avait oublié un objectif qui était malgré tout de limiter les émissions de CO2. Alors Bruxelles nous le rappelle, et c'est une grande nouveauté, c'est essentiel, il va falloir que ça bouge.
Alors, moi, j'avoue que j'ai jamais été extrêmement favorable aux 3 fois 20. Parce que la sagesse populaire dit que quand on court 3 lièvres à la fois, on est sûr de les rater. Et donc, à mon avis, il devrait y avoir un objectif majeur. Ça pourrait être la lutte contre le changement climatique, et les autres apparaissant comme des moyens au service de cet objectif. Sachant que pour lutter contre le changement climatique, il faut améliorer l'efficacité énergétique, il faut développer les ENR. Mais fixer 3 objectifs, on se trouve tôt ou tard devant un certain nombre de contradictions. La contradiction, je vois que notre sénateur communiste Jean a disparu, la contradiction étant évidemment que évaluer en énergie primaire certaines énergies sont fortement pénalisées, alors qu'elles pourraient avoir des effets bénéfiques en termes de CO2. C'est ça qu'il va falloir résoudre pour trouver des choses plus équilibrées. Alors ensuite, il ne faut pas se laisser démoraliser par des contradictions, il faut essayer de les surmonter. Alors il y a eu une intervention d'un étudiant tout à fait intéressante sur la vie des énergies renouvelables. Alors d'abord une toute petite correction, l'énergie renouvelable la plus utilisée en France aujourd'hui, c'est le bois, vient derrière l'hydraulique. Et à titre de curiosité, quelle est la 3e énergie renouvelable si vous regardez le bilan énergétique de la France? C'est l'énergie extraite de l'ambiance par les pompes à chaleur, qui fait 2 fois l'éolien. C'est un détail, mais c'est une réalité physique. Alors ça ne change pas grand-chose parce que cette réalité physique, elle est consommée sur place. Et en fait, une pompe à chaleur, c'est quelque chose qui consomme 3 ou 4 fois moins d'énergie pour rendre le même service. Il n'y a pas de miracle, juste pour l'exemple, elles sont. Alors, les énergies renouvelables, oui, il faut évidemment y aller. Le problème, c'est un dosage, sachant qu'elles ont besoin d'être soutenues par des fonds publics ou ce qui revient à peu près au même par des conditions d'achat de l'énergie via l'électricité, à travers ensuite la CSPE, répercutée sur les consommateurs. Tout ça, c'est des modalités, mais elles ont besoin d'être soutenues dans la mesure où elles ne sont pas encore dans la compétition économique. Par exemple, par rapport à des prix de marché de l'électricité. Et il faut savamment doser ces efforts entre les actions de recherche et de développement, qui nécessitent un financement, et le soutien à la mise en œuvre. C'est ainsi que sur le photovoltaïque, on s'est planté. On est parti trop rapidement sur des mises en œuvre, mettant en œuvre des cellules importées, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, alors qu'on a un domaine d'excellence dans la recherche en matière de photovoltaïque, au CNRS et au CEA. Et c'est ça qu'il faut en premier état soutenir, ce qui n'interdit évidemment pas de faire des opérations de démonstration, mais le développement massif, il faut qu'il puisse se produire avec des aides raisonnables et décroissantes, c'est-à-dire qu'on sort du tunnel. Alors, on y sera aidé, bien entendu, parce que les prix de marché, eux, vont monter, l'innovation va faire baisser le prix des ENR, et ça finira bien par se rejoindre. Mais attention aux effets pervers. La Commission de régulation de l'énergie nous dit que si on mettait simplement le photovoltaïque prévu par le Grenelle de l'environnement, il en résulterait une augmentation de 20% du prix de l'électricité pour les consommateurs domestiques à horizon 2020. Alors évidemment, si on fait monter le prix de l'électricité, ça facilite l'introduction du photovoltaïque. Mais c'est peut-être pas l'objet de fonctionner sur le portefeuille du consommateur. Parce que, en fait, aujourd'hui, il faut être tout à fait clair, et l'association que nous sommes ici, l'objectif premier, c'est la satisfaction de l'utilisateur du logement. Et la satisfaction de l'utilisateur du logement, c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement payer le moins cher possible l'énergie, c'est aussi avoir le confort d'été, etc., que le logement soit fonctionnel, répondre à ce qu'il en attend. C'est pas seulement ça, l'énergie. Et grosso modo, la facture énergétique est quelque chose d'important, ainsi que le coût de la construction. Donc nous sommes véritablement ici
sur la défense du citoyen, consommateur, qui investit dans le logement, etc. Bon. Cela étant, eh bien, c'est vrai, les contradictions, court terme, long terme, subsistent, et il va falloir savoir les gérer au mieux.